10% of the public loves the Masons, and there's not a thing we're going to do to change their mind. 10% of the public hates the Masons, and there's not a thing we're going to do to change their minds. 80% of the public has never heard of us, has no idea who we are and what we do, and that is the audience we're targeting. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Il suffit de cliquer sur Internet pour immédiatement voir ressurgir les conspirateurs, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que vous êtes ici en train de préparer je ne sais quel complot, je ne sais quelle organisation, je ne sais quelle préparation. Tout cela est parfaitement ahurissant. Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est de notoriété, Monsieur Bauer le sait très bien. Mais quoi? Dans la magistrature, on a pu à une certaine époque arranger un frère ou avantager ceci ou cela. On protège les frères? Bien sûr. Au fil de leurs enquêtes, les magistrats s'aperçoivent qu'ils n'ont pas affaire à des dossiers tout à fait classiques. Je ne comprenais pas un certain nombre de mécanismes, de ce qui paraissait être des erreurs, parfois au-delà. Puis, progressivement, on a commencé à me dire, mais vous ne comprendrez rien ici si vous ne songez pas à la maçonnerie. Après sa retraite, il était devenu le président de l'ANAS, une association qui gère les œuvres sociales de la police et qui brasse beaucoup d'argent. Et l'accusation le soupçonne d'avoir utilisé ce poste d'influence pour monnayer des interventions dans des dossiers de titres de séjour ou bien pour faire sauter des PV. L'enquête a aussi révélé des fausses factures pour des frais de bouche imaginaires ou des surfacturations de travaux. Joaquin Mazanet comparaît pour ces faits aux côtés de son fils et de plusieurs complices présumés. C'est ce qu'on appelle une affaire à tiroir. Oui, exactement, puisque c'est la découverte d'un premier délit qui mène à un deuxième et un troisième, puis encore à d'autres. Et à l'arrivée, ça donne donc ce procès un peu fourre-tout, avec 19 personnalités dans le box qui parfois ne sont pas du tout concernées parce qu'on le reproche à leurs co-accusés. Mais il y a tout de même un point commun entre la plupart des mises en cause. Ils sont presque tous francs-maçons. C'est la presse qui l'avait souligné à l'époque des faits en 2014 que derrière ces interventions, les renvois d'ascenseurs, les services rendus entre grands flics, syndicalistes, avocats, notaires et notables, eh bien, il y a cette appartenance commune. Les conspirateurs. On appelle ça la théorie du complot, qui consiste par exemple à penser que la planète est contrôlée par des aliens francs-maçons en pleine bar mitzvah de leur neveu. Les deux magistrats sont approchés. On propose purement et simplement à Jean-Pierre Murciano d'être initié. Lorsque la loge avait perdu, si je puis dire, un frère juge d'instruction au tribunal de grâce il y a quelques années, eh bien, encore une fois, poste pour poste, comme dans le sport, j'ai été moi-même approché, non pas pour mes qualités personnelles ou ma réflexion philosophique, mais parce que il manquait un juge d'instruction grâce dans l'organisation. Eh bien, ce que je demande officiellement aux Francs-Mac, c'est de faire la même chose. Quand ils savent qu'on touche à des gosses, eh ben, ils doivent balancer les mecs et ne pas les juger entre eux, parce qu'ils ont leur justice à eux, comme l'Église. C'est très proche. Donc, cette opération-là, main propre, ils doivent la faire maintenant. Bon, c'est une matinée vraiment incroyable avec les témoignages de la sœur de Jessica, qui arrive comme ça à reparler des viols dont elle a été elle-même victime et surtout à dire qu'elle a enfin trouvé un lieu de parole où elle se sent protégée à l'intérieur de cette cour d'assises et elle n'a pas à subir la pression des oncles et de toute cette famille taisante qui a imposé une véritable omerta. Ce qui paraît invraisemblable, c'est qu'il y ait cette interdiction absolue sur cette affaire et de filmer sur la passerelle qui mène à cette enquête de justice et de filmer comme cela se fait habituellement dans la salle des pas perdus et qui est ce blackout complet de la presse, de toutes les presses alors qu'elle est en ce moment malheureusement l'actualité même internationale ne cesse de parler de viols, de paroles bafouées, de femmes agressées. Il y a quand même quelque chose, moi je ne sais pas ce que je peux répondre à Jessica, aux autres victimes qui me disent
il a le bras long, il est puissant. C'est lui qui a organisé ce blackout absolu. C'est très étonnant, c'est quelque chose, moi, en 30 ans de bar, j'avais jamais vu que les télévisions ou que quelqu'un qui essaye de faire un simple documentaire ou un simple reportage sur une affaire soit comme ça interdit immédiatement par la présidence, par le parquet général, de s'approcher de quelque manière que ce soit d'un palais de justice. De toute façon, il m'a menacé. Il m'a menacé en disant qu'il m'a mis son dossier de franc-maçon sous les yeux. Il m'a dit qu'il avait un certain nombre de réseaux qui étaient appuyés et qui étaient derrière lui coûte que coûte. Mais la franc-maçonnerie n'est pas un fantasme. Hein. La franc-maçonnerie est un réel pouvoir parallèle dans lequel, à l'abri des regards, on deal, on se rapproche et on se protège, on s'aide. Et tout ça n'est pas du tout un fantasme de complotiste. Hein. Ça existe réellement. Pour preuve, hein, chaque année, tous les hommes politiques importants visitent la Grande Loge de France parce qu'il y a une espèce de fête, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous noterez que on y voit les gens de gauche, les gens de droite venir faire des courbettes au grand patron des francs-maçons, je ne sais plus comment il s'appelle ou quel titre il a. J'ai toujours eu une espèce de doute et de soupçon sur ce type vous voyez, d'organisation. Moi, ça me fait peur un peu. Ces organisations qui, comme ça, créent un contre-pouvoir. Et force est de reconnaître qu'on y retrouve des magistrats, on y retrouve des hommes de loi, on y retrouve des médecins, des notaires, des avocats, des chefs d'entreprise. On y retrouve dans certaines loges la bonne société française qui s'arrange ensuite à l'ombre des regards et des oreilles indiscrètes. Complément d'enquête sur une poignée de francs-maçons soupçonnés d'avoir réglé des problèmes quotidiens en embauchant des tueurs à gages. Je pense qu'il y a peut-être certains magistrats qui font partie aussi d'un réseau, et peut-être un réseau de francs-maçons et qui s'entraident entre eux. Qui les aurait peut-être protégés, c'est ça? Étouffer ou mettre un dossier en bas de la pile. En fait, c'est très simple. Si j'ai demain un problème et que je suis franc-maçon, avec une administration quelconque, je vais me renseigner. On a toujours un frère ou une sœur dans cette administration qui va faire avancer un dossier. Je ne dis pas qu'il y aura une magouille, mais ce dossier va peut-être se retrouver au-dessus de la pile et il va passer en priorité. J'ai été embauché sur un poste de direction départementale sans avoir subi le moindre entretien d'embauche. Tout simplement, à l'époque, j'avais une signature maçonnique. Donc je signe mon courrier de candidature, je suis embauché, je me déplace, la secrétaire me dit « Le président vous attend demain matin ». Très bien, je vais voir le président, je frappe, je m'exprime courtoisement comme s'il est normal, me semble-t-il. « Bonjour monsieur le président », il me tend la main, il me fait une poignée de main maçonnique et il me dit « Bonjour mon frère, assieds-toi ». Donc le tutoiement a été de rigueur et d'entrée de jeu, je lui ai répondu en disant « Tu es où ?» Et il m'a répondu « Au Grand Orient, et toi ?» Réponse de ma part, je suis au droit humain. Mais bienvenue, nous allons faire du bon travail. Voilà, donc ça, je précise que j'ai regardé, étant devenu directeur, les candidatures qui m'ont été opposées à l'époque, et je pense qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi pour le poste, mais qui n'étaient pas francs-maçons. La franc-maçonnerie, au départ, est une organisation secrète, une organisation qui encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité. Merde! Oui, bien sûr. Non mais je dis sensationnel! On touche à rien! Mais pourquoi cela doit-il rester secret? Que la sagesse préside à la construction de notre édifice. Est-ce qu'on peut connaître le nom des membres du gouvernement qui sont maçons? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi? Ce qui est très grave, c'est qu'à un certain degré, et on l'a vu avec Athanor, ils veulent pas vraiment qu'on... Ça a été très très peu éditorialisé. Il y a eu une série en 2 parties dans Vanity Fair, la cellule investigation de Radio France, 2 ou 3 papiers de fond dans le Paris, et ça a été complètement... Et ce qui est dément, c'est que je trouve que toute la franc-maçonnerie, pareil, aurait dû avoir un communiqué de presse, aurait même dû avoir des sorties publiques sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, pour faire un point, quoi, en disant là... Et les journalistes, d'ailleurs, qui étaient eux-mêmes francs-maçons, quand ils traitaient le sujet, ils disaient jamais... Et je me souviens d'un papier, et Radio France et Vanity Fair, où ils disaient jamais, dans ma carrière journalistique, j'aurais cru écrire ça un jour.
Une femme de 54 ans visée cet été par une opération d'agents de la DGSE, le renseignement extérieur. Nous vous parlions ce matin sur RTL de cette étrange affaire. 6 hommes ont été arrêtés, dont 4 militaires. Ils affirment avoir eu pour mission d'assassiner Marie-Hélène Dini. La DGSE dément toute implication. Dès qu'on a su dans les journaux, parce qu'on l'a appris par les journaux, tout de suite à ce moment-là, la loge a été suspendue, tout a été suspendu et l'enquête a été faite et lancée sur les frères pour savoir ceux qui étaient dans le coup, ceux qui savaient quelque chose. Ça, c'est au plan interne, si vous voulez, à l'obédience. Mais à Londres, fin des années 90, plusieurs affaires de corruption au sein de la police notamment ont éclaté. Elles impliquaient de nombreux francs-maçons. Leur discrétion a été pointée du doigt. I'm one of the few backbenchers that had the opportunity of reading an amazing document called Operation Tiberius. Why the contents of Operation Tiberius document is so deeply shocking. It tells the story of crimes planned by little units of police, serving police officers of all various ranks and criminals. And they met not in clubs or pubs where they'd be observed, but they met in the branches of a fraternity that is secret. And the crimes are horrendous. The crimes are plotting crimes, organising crimes, carrying out crimes, covering up crimes, and using people who were corrupted in all branches of government. And the report, it exists, it's there, it's deeply serious. En janvier 1997, The Guardian a publié pour la première fois une photo considérée comme unique. Elle perce le mur du secret qui entoure l'une des organisations les plus mystérieuses de Grande-Bretagne en révélant un grand rassemblement de policiers londoniens portant gants blancs, écharpes brodées et tabliers en peau d'agneau. Au moment où la photo a été prise, ces 60 hommes étaient tous membres de la loge maçonnique 91-79, plus connue sous le nom de Manoir St. James. Cette loge, fondée en 1986, est exclusivement réservée aux officiers de police de Scotland Yard. La précieuse photo avait été transmise au Guardian par des policiers n'appartenant pas à la franc-maçonnerie. Elle semble avoir été prise lors d'une tenue inaugurale réunissant des policiers qui occupaient alors les postes les plus puissants des forces de l'ordre londoniennes, tous ayant en commun l'originalité d'avoir eu les yeux bandés avec un nœud coulant autour du cou et une épée pointée sur le cœur, alors qu'on les avertit que s'ils brisent leurs vœux de silence et de loyauté, ils auront la gorge tranchée et la langue arrachée. Un peu comme chez les mafieux. Comme résultat de notre enquête parlementaire, le ministre de l'Intérieur, suivant les recommandations de notre mémorandum, a décidé que les nouveaux engagés dans les forces de police, mais pas les policiers en place, les nouveaux engagés, devaient déclarer s'ils étaient membres ou non d'une société secrète. En ce qui concerne les juges, le département de la justice, en charge du recrutement, a instauré une règle similaire. Est-ce que vous pouvez expliquer maintenant pourquoi c'est important qu'un juge déclare qu'il est franc-maçon? Eh bien, si vous rendez un jugement et que vous prenez des décisions qui ont un impact sur la vie des gens, c'est normal que non seulement vous le fassiez honnêtement et de façon impartiale, mais en plus il faut que cela paraisse impartial aux yeux des gens. Et si vous êtes membre d'une société secrète et que vous jugez quelqu'un qui appartient à la même société secrète que vous, on doit être sûr que le jugement aurait été identique pour quelqu'un qui ne serait pas un franc-maçon. Évidemment, la loi sur les sociétés secrètes a fait grincer des dents à l'intérieur du temple. Pour elle, ce monde opaque est un terreau propice aux dérives. Il y a des tas de gens qui sont vraiment animés par l'idée, entre guillemets, de se perfectionner. Mais en tout cas, la franc-maçonnerie peut aussi servir de merveilleux paravent à des activités malhonnêtes. Pourquoi? Parce que vous avez la solidarité maçonnique, vous avez le secret d'appartenance, vous avez tout ce rituel et toute cette fraternité qui vous lie. Entre eux, les francs-maçons sont frères. Quand tu es dans l'association et que tu es à court de tes cotisations, frère. À l'extérieur, pas frère, merde. La maçonnerie, c'est plutôt l'espace où elle continue à permettre le dialogue, l'ouverture et éventuellement le progrès. J'ai envie de leur dire aux francs-maçons, mais ne sommes-nous pas tous frères en humanité? Non. Ah merde.
Faut être dans l'association, d'accord. Et quand on est à l'extérieur, mais on est cousins peut-être, non Ce mélange d'entre-soi, de cooptation, d'univers en vase clos auquel le reste du monde n'a pas accès, peut créer un sentiment de supériorité, voire un sentiment de toute puissance, qui conduit à l'idée qu'on est intouchable. Vous vous dites que vous trouverez toujours un frère pour vous aider si vous avez des ennuis. Moi, j'ai rien à cacher, c'est open bar. Bon, je vais au chiottes, je ferme la porte. Hein, je fais mon franc-maçon. Mais j'ai marqué temple maçonnique, d'ailleurs. Cette vitrine n'est qu'un maillon de la chaîne de l'entreprise. À 130 km de Paris, dans ce village de briques, rue d'Enfer, l'atelier familial, l'un des rares à produire français. Depuis 1980, on y fabrique les bijoux et les broderies des décors maçonniques. Nous avons été convoqués par une des commissions parlementaires sur les lois bioéthiques. Et la commission parlementaire demandait une prise de position du Grand Orient. Et aussi curieux que ça puisse paraître, l'institution Grand Orient n'avait jamais pris de position sur la question bioéthique. Mais jamais. Et on a découvert avec stupéfaction qu'au cours des 15 ou 20 dernières années, bien avant même que cette question atteigne ce degré d'importance, par dizaines, les loges avaient invité tous les plus grands spécialistes et experts français et étrangers des questions de bioéthique, avaient travaillé dessus, avaient émis des rapports, mais les avaient gardés pour elles. Et c'est donc la reprise par l'intermédiaire d'amis vénérables, de conseillers de l'ordre, de dizaines de rapports qui a permis de faire le message du Grand Orient de France à la commission bioéthique, qui a permis de bousculer la commission de l'Assemblée nationale sur cette question pour la faire changer d'avis avec un ministre qui n'était pas très favorable à cette idée, M. Mattei. Et il y a eu d'ailleurs un moment assez cocasse où, alors que le Conseil de l'ordre du Grand Orient de France était en réunion pour décider d'une prise de position publique sur le sujet, à la demande du président de la République, il y avait des échanges par fax qui allaient et venaient entre le bureau du Grand Orient et le bureau du ministre. Qui est d'avis de l'adopter? Qui est contre? Il est adopté. En décembre 2016, donc, nous avions récolté à peu près 250 promesses de parrainage. En janvier 2017, donc, François Fillon connaît ses déboires. Il est obligé de quitter la course, n'est-ce pas? Dans la même semaine, je reçois plusieurs appels, 5 de députés et sénateurs, avec qui je reste une demi-heure au téléphone. Chacun me promet 50 parrainages dans sa circonscription, ce qui est le maximum légal, ce qui fait 250 d'un seul coup. C'est énorme. Hein. Et puis, il y en a deux qui me demandent, Général, accepteriez-vous d'être le candidat hors parti face à Marine Le Pen? Étant force spéciale un peu fou, donc je dis oui, bien sûr. Je me doutais qu'il y avait des conditions derrière, mais je n'ai pas demandé. Quelques jours après, j'arrive en province, en Bretagne, pour rencontrer des maires. Le téléphone sonne, et puis un camarade, un ami, enfin un camarade, avocat au barreau de Paris, qui me dit, écoute, c'est très bien ce que tu fais, tu viens chez nous. Chez vous? Oui, et il m'invite dans une société secrète. C'est-à-dire? J'ai aussitôt refusé, parce qu'on ne peut pas servir de maître. Hein. Soit on est au service du peuple souverain, soit on est au service d'une société secrète. Alors, société secrète, vous entendez quoi? Une loge maçonnique? Vous savez, il y a diverses choses parmi les sociétés secrètes. Il y a des loges maçonniques, mais il y a autre chose aussi, etc. Mais ce sont des gens qui manipulent l'opinion, qui manipulent les partis politiques, qui manipulent les politiciens, les hommes politiques, au profit de leur idéologie, et parfois aussi pour de l'argent, bien entendu, hein, mais qui n'ont pas l'intérêt général, le bien commun national comme objectif. Or, la seule motivation d'un homme politique digne de ce nom, c'est le bien commun, c'est le service de la France et des Français, et non pas le service d'une idéologie d'un parti politique, etc. Mais seulement là, vous voulez dire que ces sociétés secrètes dont vous parlez, sans nous dire si vous parlez de la franc-maçonnerie ou pas finalement, c'était la condition sine qua non pour pouvoir avoir vos signatures par exemple? Eh bien, la preuve en est que... la preuve, je n'ai pas la preuve. Non, je n'ai pas de preuve. Mais aussitôt après avoir dit non à cette parade, eh bien, les portes se sont fermées. Je devais rencontrer 100 maires en Bretagne, j'en ai rencontré 10,
le jour même, le lendemain matin, puisqu'ils n'ont pas pu se débiner, si je peux dire. Hein. En Bretagne, j'espérais avoir une centaine de parrainages, j'en ai eu aucun. Et puis, au terme de la course, si vous voulez, j'ai eu 84 parrainages officiellement, ce qui m'a étonné. Donc, dès que l'apparition officielle, j'ai appelé des maires qui m'avaient promis leur parrainage. Mais oui, mon général, je vous ai parrainé, c'est sûr. Eh bien, on ne trouvait pas leur nom sur la liste. On a même retrouvé le nom de l'un d'entre eux sur la liste de M. Poutou. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre démocratie. Il reste encore une démocratie. La France, c'est un pays de réseau. De toute façon, moi, je ne vois que ça depuis des années. Le problème, c'est de savoir qui est qui et qui fait quoi. Même quand je vais à la Grande Loge, moi, je n'y fais pas tous les jours, je vous rassure, vous finiriez par vous poser des questions. J'y suis allé 2 ou 3 fois, mais la première fois, je me disais, mais ils sont où? C'est tellement mystérieux. Puis les temples au fond de cour, vous le savez mieux que moi, M. Boer. C'est pas normal que des gens... Le Cadet, ça se voit. Que des gens... Oui, le Grand Orient. C'est le siège. Oui. Et les sièges, ça se voit toujours mieux que les annexes. Et je connais quelques filiales comme ça. Il faut vraiment être initié pour savoir que derrière la porte de cet ancien cinéma, avec à la porte cercle philosophique, vous avez la loge de la ville, ou l'une des loges de la ville. Enfin, à quoi ça rime? On utilise la maçonnerie à des fins pour lesquelles elle n'a pas été créée. C'est exactement ce qui se passait. Il n'a jamais été dit que la maçonnerie devait polluer des décisions judiciaires. C'est pas fait pour ça. Les fraternelles, sous cette appellation ou sous une autre, on sait qu'elles sont dans la nature humaine aussi. Elles existent encore, hein, je vous rassure. J'ai croisé peu de temps avant mon départ, et je le connais bien, le président de ce qui s'appelle à Nice le Club des 50, qui est une émanation de la GLNF, où vous avez raison, il y a des avocats d'affaires, il y a des entrepreneurs de travaux publics, enfin, il n'y a que des décideurs. Il y a les pauvres, est-ce qu'il y a des fraternelles de pauvres, M. Boer? Je me demande. En France, c'est pas marginal du tout, c'est un phénomène très important. Alors moi, j'ai vécu dans 2 métiers, principalement la politique et la fonction publique, où ça joue un rôle très important. Je dois vous dire, par exemple, alors c'est toujours très difficile, évidemment, de savoir exactement ce qu'il en est, parce qu'il y a quand même le secret maçonnique, même si c'est un petit peu ouvert aujourd'hui. Mais par exemple, j'ai cité un cas, alors là, je vais vous citer 2 anecdotes très concrètes que j'ai vécues. La première, c'est quand j'étais inspecteur général au ministère de l'Intérieur. À un moment, il fallait choisir un nouveau chef de corps, un nouveau chef d'inspection générale. Et j'étais en pourparlers à ce sujet avec Claude Guéant, donc, qui était secrétaire général de la présidence de la République. Et je lui dis, à moitié sérieusement, à moitié pour plaisanter, je lui dis, vous avez qu'à me nommer chef de l'inspection générale, parce qu'il trouvait pas quelqu'un qui lui convienne vraiment. Et je lui dis, comme ça, vous aurez quelqu'un dont vous connaissez les idées, vous n'aurez pas de surprise, sous-entendu, quelqu'un de droite, quoi. Et Guéant me dit, ah oui, alors ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais on a d'autres impératifs, et là vraiment c'est extrêmement difficile, etc. Et c'est une chose que je ne peux absolument pas faire, compte tenu d'une vieille tradition administrative. J'en parle avec certains de mes collègues du ministère qui rigolent, et qui me disent, bah oui, la tradition administrative, c'est que depuis 1945, tous les chefs de l'inspection générale de l'administration, sans aucune exception, ont tous été francs-maçons. Parce qu'il y a certains postes clés, c'est un poste clé là, hein, parce que l'inspection générale contrôle les préfets, inspecte les préfets. Le chef de l'inspection générale est souvent chargé de missions, on peut dire secrètes, oui, sur certains sujets. Et donc il faut vraiment quelqu'un de confiance. Et bon, j'ai appris que moi je serais jamais chef d'inspection générale parce que j'avais pas la chance d'appartenir à la confrérie. Ça, c'est une première anecdote. Une deuxième anecdote que je vais citer qui vient de la vie politique. Enfin, c'est des trucs vécus, ça, je peux dire. Donc, on sort du domaine simplement de la rumeur. Bon. J'ai été donc député à Calais pour le RPR à l'époque. Et je décide de changer de parti politique et de partir au Front National. Et là, j'avais avec moi un ami qui dirigeait mes campagnes électorales depuis plusieurs années avec un certain succès. Et qui me dit, Yvan, je suis vraiment déchiré, mais tu sais que je suis franc-maçon, je te l'ai jamais caché. Je dis, oui, bien sûr, tu me l'as jamais caché. Non, je te le reproche absolument pas. Il me dit, oui, mais je ne peux pas te suivre là où tu vas. Je dis, ah bon, t'as pas le droit d'aller au Front National? Il me dit, ah non, j'ai interdiction absolue, je suis au Grand Orient de France, et j'ai interdiction absolue d'aller au Front National.
Je dis, qu'est-ce qui se passe si tu y vas? Ah, ce qui se passe, c'est très simple. Je serai exclu du Grand Orient. Je dis, mais tu passes ton temps à me dire que tu es agacé par tes frères parce que tu les trouves beaucoup trop à gauche par rapport à toi. Ben, c'est peut-être l'occasion de t'émanciper un peu et puis tu mèneras une autre vie, puis c'est tout. Ah non, ça je peux pas. Alors il me dit, je vais te dire exactement comment ça se passe, à condition que tu ne dis jamais mon nom. Il me dit, voilà, je suis kinésithérapeute et la plupart de mes clients sont recommandés par les médecins de la ville où nous vivons. Et ces médecins sont, pour les 3/4 d'entre eux, des francs-maçons. Et ils m'envoient leur clientèle pour faire des opérations de kinésithérapie. Bon, ça doit faire à peu près la moitié de ma clientèle. Si je quitte avec pertes et fracas le Grand Orient de France, par exemple en partant au Front National, il y aura une directive qui sera donnée à tous mes frères de ne jamais m'aider professionnellement et de ne jamais m'envoyer de clients. Alors dans ces conditions-là, moi je perds la moitié de ma clientèle. Si je perds la moitié de ma clientèle, je suis ruiné pour une raison très simple, c'est que pour mettre en place mon cabinet de kinésithérapeute, j'ai dû faire des gros emprunts, parce qu'il y a des tas de machines à acheter. Bon, j'avais pas de capital au départ, donc j'ai dû emprunter. Je rembourse petit à petit ces emprunts grâce à une clientèle qui est bien pourvue. Mais si je perds la moitié de mes clients, là, je perds la moitié de mes revenus, évidemment. Et à ce moment-là, je ne peux plus rembourser les emprunts. Donc, je suis mis en faillite. Je suis vraiment ruiné. Et c'est parce que je serais ruiné en raison des pressions des francs-maçons que je ne peux pas quitter la maçonnerie. Alors, évidemment, il m'a dit ça sous le sceau de l'amitié, bien sûr, et c'est quelque chose qui était confidentiel, mais enfin ça montre, si vous voulez, une chose qu'on dit souvent, c'est que la maçonnerie, si vous y entrez, vous serez aidé dans toutes sortes de domaines, parce que si vous avez besoin d'une aide quelconque, vous vous adressez à des frères, il y a des annuaires, etc., en disant, est-ce que je suis maçon comme vous, est-ce que vous pouvez pas m'aider? Bon. Mais la contrepartie, c'est que vous êtes obligé d'obéir. Et si vous n'obéissez pas à une certaine discipline, par exemple en allant au Front National, bon ben là, vous risquez d'être détruit professionnellement. Vous ne serez pas détruit physiquement, bien sûr, faut pas exagérer. Mais professionnellement, oui, ça c'est certain. Alors ça, c'est des choses que j'ai vécues. Donc je m'en souviens. Alors maintenant, quand on me dit que ça n'a aucune influence, que c'est des mythes, que c'est des complots, que c'est du complotisme, bon, j'ai tendance quand même à dire que les gens qui disent ça n'ont pas été au contact avec la réalité, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Ils réfléchissent à partir d'idées générales, effectivement, mais je veux dire, cette solidarité maçonnique est quelque chose de tout à fait réel, et là c'est bon côté, là aussi c'est mauvais côté. Les maçons eux-mêmes l'avouent en plus, parce que eux-mêmes, plus souvent, ils m'ont dit, oui, oh, bah, un tel, oh, il est franc-maçon, alors là je suis vraiment ennuyé qu'il soit franc-maçon, parce que c'est un type qui a aucune moralité. Je dis, ah bon, vous acceptez des gens comme ça dans vos loges? Oh, bah malheureusement oui, c'est ce qu'on appelle la maçonnerie alimentaire. C'est-à-dire les gens qui viennent dans les loges pour faire des affaires, en réalité, pour gagner de l'argent. Et il y a même eu beaucoup de scandales, d'ailleurs, d'affaires dans certaines loges à cause de cela. Alors, les vrais maçons, si je puis dire, ceux qui sont moins affairistes, évidemment, se plaignent de l'existence de ceux-ci. Mais en même temps, ils reconnaissent eux-mêmes, les réseaux d'influence que ça représente. Et ces réseaux d'influence, bien sûr, vous les retrouvez ensuite dans la politique. Et si parfois vous voyez des hommes politiques socialistes et des hommes politiques des républicains, pour prendre deux partis qui sont en décadence complète et qui vont disparaître un de ces jours, eh bien parfois vous étiez très surpris en disant, tiens, ils ont l'air de bien s'entendre, ils passent des accords entre eux, et alors les gens un peu naïfs disent, c'est bizarre, quoi. Alors que c'est pas bizarre du tout, c'est parce qu'ils se retrouvent en loge une fois par semaine, et donc ils se connaissent évidemment très très bien, et alors pour eux, moi j'ai vu comme ça des gens du RPR qui étaient vraiment très 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 amicaux à l'égard des socialistes, évidemment, parce qu'ils étaient dans la même loge. Bon, et puis des socialistes pareils qui étaient tout à fait ouverts sur la droite, entre guillemets, pour les mêmes raisons, évidemment. Et donc le camp d'en face, c'est l'avocat de Bernard Laroche, Welzer, c'est Jean-Michel Bézina, correspondant d'RTL et de 11 autres médias avec sa femme. C'est ça qui est fascinant. C'est un business familial chez les Bézina. Donc il fait l'opinion, c'est-à-dire que Bézina, il fait une partie de l'opinion. Vous dites, il collabore à 11 publications différentes. Quand il dit c'est Christine, il pèse beaucoup sur l'opinion. Et puis, il s'ajoute à ça le patron de la PJ de Nancy qui va finir par récupérer l'antenne. Et eux, ils ont un point commun, on peut le dire. Welzer est un ancien député socialiste. Et ils sont tous les trois dans la même loge
maçonnique. Voilà, ce sont des potes. Bézina, l'avocat de Bernard Laroche et le patron de la PJ sont des potes. Et ils sont liés par... Mais pas le juge Lambert. Ah non, le juge Lambert, il n'est lié à rien. Non. Donc il n'est pas dans la loge. Il n'est pas dans la loge. Mais ils vont être influencés quand même. Il est sous influence de ces gens-là. Et donc... Tout ce que vous dites là est avéré, bien sûr. Qu'ils étaient à la loge maçonnique. Oui. Dans la même pour loge. autant qu'on puisse prouver qu'un franc-maçon est franc-maçon, il vous le confirmera pas lui-même. Dans la même loge. Dans la même loge, du Grand Orient. Je vais vous faire une confidence, Éric de Montgolfier. On m'a dit ça aussi dans le journalisme. Si t'es pas franc-maçon, tu peux faire une croix sur ta carrière. Hein. J'ai essayé de comprendre un certain nombre de malfaçons. Ouais, bon, là, les malfaçons en matière judiciaire, ça peut venir d'un ensemble de choses, d'incompétences, d'erreurs, etc. Mais parfois, je me tournais vers mon entourage, mais expliquez-moi. Et puis au bout d'un moment, on a fini par me dire, ne cherchez pas. C'est la Grande Loge nationale française. C'est elle qui s'est implantée au tribunal à travers quelques magistrats, dont le juge Renard, qui était doyen des juges d'instruction, un homme d'ailleurs plutôt habile et sachant bien utiliser le droit. Après, c'est le chemin qu'on veut donner au droit qui compte, pas uniquement la manière dont on se sert du droit. Et là, j'ai vu les choses d'une autre manière. Si vous voulez, j'ai peur un peu que la Cour d'assises ait cet effet pervers. C'est un tel théâtre qu'on y oublie parfois l'essentiel. Chacun est tenté de jouer un rôle. Le procureur joue le rôle du procureur, l'avocat de l'avocat. Bon, chacun joue un rôle. C'est dangereux pour l'idée même que l'on recherche, c'est-à-dire la justice. Alors vous, à cette époque, vous êtes donc procureur à Nice. Vous avez été nommé par la garde des Sceaux Elisabeth Guigou pour faire le ménage. Clairement, oui. Dans la justice niçoise, c'est-à-dire faire tomber les réseaux francs-maçons. Ce que disait la ministre, c'était il ne faut pas que Nice ressemble à la Corse. Désolé pour les Corses, mais c'est l'expression qui a été utilisée. Vous la voyez face à face? C'est son directeur de cabinet je l'ai pas vu à ce moment-là, j'ai vu son directeur de cabinet. Au passage, d'ailleurs, c'est assez courageux pour Elisabeth Guigou, qui est donc socialiste, et on sait que chez les dirigeants socialistes à cette époque-là, y a pas mal de gens qui sont membres du Grand Orient. Oui, mais je dois aussi à la vérité te dire que c'était peut-être moi, Elisabeth Guigou, qui voulait que j'aille à Nice, que Lionel Jospin, qui était Premier ministre. Alors, vous affirmez donc aujourd'hui qu'il y a eu des réseaux francs-maçons à l'œuvre dans la justice de Nice dans les années 80 et 90. Oui, enfin, quand je suis arrivé en 99 sur un fond fortement dégradé, c'est le moins qu'on puisse dire, au tribunal de grande instance. Mais vous avez des exemples concrets, parce que peut faire un magistrat face à un dossier pour faire sortir l'accusé par la petite porte sous prétexte qu'ils sont frères? Oh, écoutez, il est arrivé qu'un élu important du département était impliqué dans une autre affaire qui était une affaire financière, une gentille crapulerie. Il était mis en cause par la rumeur publique et il était maçon lui aussi, je crois, et le juge d'instruction, curieusement, ne l'a pas entendu. Il l'a pas entendu, mais il a reçu des pièces de sa main. Oui, ça veut dire que le juge d'instruction, toujours le juge Renard, a reçu cet élu, il lui a demandé peut-être des explications, en tout cas il l'a écouté, il l'a pas entendu au sens judiciaire, il n'y a pas eu de procédure, mais on sait qu'il l'a écouté, puisque cet élu lui a remis des pièces qui étaient censées le disculper. Et j'en ai parlé avec le doyen de l'instruction après, quand j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses. Je lui ai dit, mais expliquez-moi, comment avez-vous pu recevoir des pièces de cet élu, alors même que vous n'avez pas jugé utile de le convoquer pour l'entendre? Il m'a répondu, je ne voulais pas le compromettre. On vous a accusé d'être obsédé, Éric de Montgolfier, par les francs-maçons, hein? Par la justice aussi, oui.
Est-ce que ou est-ce que c'est encore une spécialité niçoise, ou est-ce que c'est assez répandu, même encore aujourd'hui, à votre avis, dans le monde judiciaire? Écoutez, je sais pas, parce que je suis à la retraite depuis 2013, donc je me suis un peu éloigné. Mais il n'y a pas de raison. Écoutez, j'en vois pas trop, parce que à Nice, nombre d'avocats, notamment, m'ont dit, parfois de notaires, m'ont dit que ils n'avaient pu se faire une clientèle parce qu'on les avait incités à entrer dans la maçonnerie. Sur le thème, si tu ne rentres pas en maçonnerie, tu n'y arriveras pas. Alors j'espère que ça a changé, parce que c'est pas une bonne chose. Maintenant, je connais des maçons honnêtes, ne rêvons pas. On va pas dire un maçon, c'est forcément malhonnête. Simplement, il faut pas trop créer les conditions de la tentation, allais-je dire. Voilà, c'est ça le problème. Je vais vous faire une confidence, Éric de Montgolfier. On m'a dit ça aussi dans le journalisme. Si t'es pas franc-maçon, tu peux faire une croix sur ta carrière. Hein. Ah, mais je connais même un de vos confrères qui, je ne citerai pas la chaîne, mais vous la retrouvez tout seul, m'avait dit qu'un jour il avait parlé de maçonnerie et il s'était fait tirer les oreilles par le président de la chaîne qui l'avait prié de se taire. Victime d'une importante affaire d'escroquerie, j'ai eu l'occasion de recevoir un certain nombre de documents concernant cette affaire, jusqu'au jour où j'ai été très interpellé par les conclusions d'un avocat adverse. Et ces conclusions m'ont attiré l'œil sur un triangle avec des étoiles figurant en milieu de page. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait, et pourtant j'en avais déjà vu dans bien d'autres jugements ou dans bien d'autres conclusions d'avocats. Ce qui est très intéressant dans ces signes maçonniques, c'est qu'en définitive, à l'origine, on appelle ça un cul de lampe. C'est-à-dire, ça sert à séparer les paragraphes, mais la pointe doit être en haut, et doit être, si vous voulez, les astérix doivent être très resserrés. Et alors là, c'est carrément dénaturé, en définitive. Donc c'est certainement un signe de reconnaissance, d'autant plus que l'on remarque que, si vous voulez, ces étoiles sont placées à des endroits très précis. Dans cette affaire d'escroquerie dont j'ai été victime, l'avocat de la partie adverse, entre l'audience correctionnelle de première instance et le délibéré, adressait, ce qui pourtant est interdit par la loi, un courrier à la présidente du tribunal correctionnel sur lequel on voit un signe, 2 signes, 3 signes, 4 signes, encore des étoiles et toujours des étoiles. La signification de ces étoiles, disposées très souvent en triangle, la pointe en haut signifie que ce qui suit doit être lu avec attention par les frères maçons. Les 3 points, dites étoiles, triangle, pointe en bas, signifient qu'ici s'arrête le message. Les 3 points en ligne signifient, et c'est quand même très intéressant, que ce qui suit s'impose à tous les frères maçons et qu'ils doivent tout faire pour que ce message aboutisse, que le jugement soit justifié ou non, susceptible d'appel ou non. On appellera ça un trafic d'influence. D'autres exemples, un premier jugement correctionnel en première instance, une page, 2 pages, tout est normal. L'auteur des faits a été en première instance correctionnelle condamné pour faux bilan et escroquerie, et devant la cour d'appel, que voit-on? À 3 endroits différents,
Là, ce sont des croix. Là encore, code qu'emploient certaines obédiences pour influencer tout simplement les magistrats. En cour d'appel, cela signifie que si la cassation en est saisie, les frères doivent bien sûr en tenir compte. Dans cette même affaire, ayant déposé une citation directe à l'encontre du commissaire aux comptes qui avait certifié le bilan, on a aussi d'autres repères dans l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, 2 étoiles. Vous pourrez constater, et je vous invite à le faire, que sur ces ordonnances, souvent, vous avez bien évidemment une référence, entourée par 2 petits points. Là encore, ce sont des codes. À chaque fois, le justiciable perd dès qu'on voit arriver les étoiles. Dans d'autres conclusions d'avocats, en l'occurrence un avoué, qui s'avère d'ailleurs être le mien, lui aussi met 3 étoiles en ligne. Il s'agit d'un jeu de conclusion que la Cour aura pour procéder au jugement. Le mandataire liquidateur, dans ses conclusions, demande à être mis hors de cause et de condamner Mme Porteau à 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Alors que ce personnage a été condamné en première instance et par la Cour d'appel pour faux bilan. Ce faux bilan, je veux dire, caractérise une banqueroute frauduleuse. Donc le mandataire liquidateur devait engager une procédure contre cette personne. Et cela n'a pas été le cas. Alors ça peut être qualifié comme trafic d'influence, et c'est réprimé par le Code pénal, et notamment par l'article 432-11, qui punit de 10 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. Et si on prend l'alinéa 2 de ce même article, il est bien spécifié, soit pour abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions des emplois des marchés ou de toute autre décision favorable. Et là, c'est le cas. Donc, je veux dire, c'est quand même très flagrant. Dans toutes les procédures que Mme Porteau a indiquées, on retrouve ces croix ou ces signes, si vous voulez, à des endroits bien précis, demandant à la Cour tous ces jugements, je veux dire, sont complètement tronqués. In a wiretapped conversation in 2013, one Ndrangheta boss, Pantaleone Mancuso, summed up the relationship. The Ndrangheta is no longer, he said. The Freemasons remain. In 2017, a series of police raids discovered 193 high-ranking members of the Sicilian Mafia and the Calabrian Ndrangheta to be members of lodges across the south. According to the work of dogged prosecutors and the testimony of mob turncoats, the secrecy of Masonic lodges provided the perfect place to conduct shady deals with figures from the business and political elite. Later, a series of local lodges in Calabria were dissolved after the discovery of mobsters on their books. One case which has become infamous is that of Giovanni Zumbo. A well-respected Calabrian accountant, he had made a name for himself, managing properties seized from organized crime on behalf of the courts. But Zumbo was later convicted of mafia crimes after law enforcement discovered that he had been tipping off one notorious local boss about a looming arrest. We have this guy, an accountant, that goes to Pelle, one of the biggest godfather of Ndrangheta, while he was on the run. He goes there and tells to the man, there are the recordings of this, telling, be careful, they are going to arrest you, they are going to make a big operation a week before, and giving also the exact numbers of people that they are going to be arrested. How could an accountant get inside information about a sensitive police operation? Turns out one of his fellow Masons was a senior police officer on the same force. This is, critics allege, how the relationship works.
Lodges are a connecting bridge between organized crime and the state. Il-Mażuni dejjem kienu problema f'moħħ il-Maltin. Għaliex kienu u għadhom segreti. Il-problema kif nara jien mhijiex illi jeżistu l-Mażuni jew illi tiltaqgħu u tgħinu l-xulxin, issa spjegali x'tagħmlu. Il-problema għalija hi li tagħmlu kollox fis-sigriet. U s-sigriet hija art fertili għal korruzzjoni, għat-tixħim. Immaġna illum l-ewwel darba li sirna nafu li inti Mażun. Ma taħsibx illi għax tagħmlu kollox fis-sigriet qegħdin tagħtu l-opportunità lil min ikun hawnhekk fuq dawn is-siġġijiet biex jagħmel affarijiet sigreti li ma jridx li jinkixfu. Ħanajdlek kemm aħna sigreti. Aħna għandna website Sovereign Grand Lodge of Malta. Tidħol fil-website għandna apparti li nagħtu ħafna informazzjoni, aħna nsemmu minn aħna 13 il-loġġa illum. Fil-website għandna il-Book of Constitution online. Jista' jarhom kulħadd. Illi ma nistgħux naraw huma min huma l-Mażuni, ma nafux. Illum. Sirna nafu bik għax inxieb. Illum, jekk irid juri li huwa Mażun, dak huwa dritt tiegħu. Jista' jmur u jgħid, ma jistax jikxef Mażuni oħra. Għax f'dal pajjiż teżisti preġudizzju u diskriminazzjoni kbira minn mentalità antika, medjevali. Mhux se nistaqsik min huma, għax għagħen ma nistax nkun nafa x'huma sigriti, laqqas tgħidli eżatt kemm għandkom. Imma jista' jkollok avukati. Aħna jista' jkollna irġiel li għalqu 21 sena. Imma ejja nikkwalifikaw ftit iktar għax hawnhekk tibda l-problema. Mela, jista' jkun jistgħu jidħlu l-professjonijiet kollha. Kollha jista' jkun hawn avukat hawn ġew, jista' jkun hawn maġistrat hawn ġew. Jekk jaqa' taħt dak il-kriterji jistgħu. Imma ara, jista' jkun hawn accountant, mhux hekk. Jista' jkun hawn professjonijiet differenti li fuq barra ma jistgħux jiltaqgħu jitkellmu. Imma hawnhekk jiltaqgħu jitkellmu. L-Italja kellhom dan il-każ, pereżempju, accountant illi mar qal lil wieħed mill-kapijiet tal-mafja Taljana li kienu ħajarrestaw il-pulizija. Għallu dal-accountant kif sar jaf. It-turn out li kien ġol mażonerija, ġol mażonerija kien hemm xi ħadd mill-pulizija u l-pulizija għallu u da marjej. Hawnhekk il-periklu. Ġiħaddi imma. Jekk inti fil-professjoni tiegħek mela tkun Mażun inti u fil-professjoni tiegħek hemm affarijiet li ma tistax tagħmel minħabba l-professjoni tiegħek u tagħmilhom ma' Mażun ieħor, inti ma dekx tirrifletti l-eżempju u t-talim tal-Mażunerija. Ma jista' jkun tiġri. Imma mhux għax Mażun. Le għaliex sigrita, mhux għax Mażun, għax sigrita, għax il-problema hija li sigrita. Li m'hemmx trasparenza. Għax kif hemm trasparenza m'għandniex mela għatlek li għandna website. Il-website ma tgħidlix min huma n-nies. Pubbliċi. Stenna da xejn. Ma nkunx ġifri jista' jkun li ġod il-Kamra jiltaqgħu maġistrat, pulizija, avukat, politiku. Iġu daw kollha qed jiltaqgħu ġod il-Kamra min Mela. ma jgħidu jistgħu jkun qed ġraw dawn l. Imma l-Mażonerija tilqa' fiha nies li għandhom ħafna saħħa, ħafna flus u li jiltaqgħu jgħinu l-xulxin. Żball ieħor. Aħna għandna membri li huma taxi drivers tal-Bolt. Mela, imma ħanerġa' mur ftit lura għal dal-argument. Hawnhekk jista' jkun hawn maġistrat. Hawn maġistrati Mażuni Malta. Aħna min-naħa tagħna mhumiex preklużi, però dawn il-professjonisti dawn għandhom minħabba liġijiet medjevali dawn huma preklużi li assoċjaw magħna. Issa ħan nirrispondik mod ieħor. Għaliex politiku u businessman fil-Mażunerija għandhom jiġu interpretati li qed jagħmlu xi ħaġa ħażina jew li hija xi ħaġa intrinsically bad. Għax sigrita. Le, mhijiex sigrita, hekk da board meeting, le. Ma nistax inkun naf min huma da. Le, jekk inti, imma ma tistax, m'għandekx dritt, illum hemm liġijiet li jgħidulek, m'għandekx dritt tkun taf min huma. Jekk iridu politiku jiena ma li ma business people qed jiltaqgħu. Jekk iridu jgħidulek huma. Jekk iridu jgħiduli huma dan elected public official, dan inti qed tgħidu.
Jista' jkun li hawnhekk qed jiltaqgħu mażuni sidien ta' supermarkets jiftehmu bejniethom li jżommu l-prezzijiet tal-affarijiet ta' supermarket għoljin. Le, għax ġraw dal-affarijiet. Ħanajlek. Ġraw. Aw ġew ma jistax isir diskors li għandu x'jaqsam ma' dawn l-affarijiet. Aħna ma nitkellmux fuq dawn l-affarijiet fil-Mażunerija. Imma dinja known secret li l-mażuni jgħinu xulxin. Issa politiku u businessmen x'iridu jagħmlu flimkien biex jgħinu xulxin. Jiena naħseb. Mhux ovvja li biex jgħinu xulxin wieħed jgħinu fil-politika u li jgħidu fil-business. Le, Mark, le. Mhux ovvja li tinti. Le, Mark, mhijiex ovvja le. Inti qed tikkwota narrattiva popolari ħafna. Le, għaw ġew ma jistax isir diskors fuq reliġjon, fuq business, fuq politika, fuq futbol. L-affarijiet li mhumiex universali, aħna ma nistgħux niddiskutuhom fil-Mażunerija. Imma xi tfisser di li jekk ikollok bad apple, allura s-siġra kollha ħażina, anka fil-Mażunerija mela u anka f'tagħna kultant ifetx xi bad apple. Melvin Tewma f'waħda mix-xhieda tiegħu fil-qorti fuq il-qtil ta' Defni Caruana Galizia qal illi il-Mażuni kienu lesti li ħalsu 100,000 euro biex tinqatel Defni. Teknikament intom, ekku, provajtu tħallsu 100,000 euro biex toqtlu l-Defni. Mhux hekk mela. Tant kienet xokkanti li b'akkuża bħal din it crossed a very red line. U għattilhom li sejjer immedjatament inċempel il-pulizija u nippreżenta ruħi any way or form waħda biex niċħat dik il-kalunja li intqalet mhux fuq ibis bħala il-figura li nirrappreżenta il-grupp imma fuq il-membri kollha. Jien qiegħataw jekk nista' nkun tajnuna jekk tridu ssaqsuni li tridu ħlif domanda waħda minn huma l-membri u kwotajtlu l-artiklu tad-deċiżjoni digriet tal-qorti tad-drittijiet tal-bniedem. Okay? Il-pulizija ringrazzjawna tawna anka mag tat-te tal-pulizija bħala souvenir. Allura ir-rabja tiegħek fuq il-bloggers kienet li huma kienu qegħdin speċi jerġgħu jimplikaw li intom mafja jew li intom provajtu toqtlu l-Defni jew li intom korrotti. Mela dawn saru jafu minn jien. Nimmaġina għamlu l-homework fiċċew. Wieħed iddeċieda li jiena xi kap ta' xi mafja, ta' xi nies fil-business korrotti, sovversivi, illeċiti u x'għandara da. Mela 1 + 1 = 37, mela dan il-kap tagħhom Simon Cousins dan at the stroke of his electronic pen kisser reputazzjoni li jieni li nibnija u nintkultiva 54 sena u issa meta ħriġ so to say in retirement ili 6 snin li stakkajt jien mill-business issa jrid ipenġini bħal kap tal-mafja dak wieħed. Biex inneħħu misconceptions li għandhom in-nies, hawnhekk tagħmlu affarijiet li huma remotament relatati mal-okkult. Inti għatrajt ħaġa sopranaturali l-lum għax il-lum, speċjalment meta jkun miftuħ l-istaġun, huwa periklu kbir. Imma qatt ma rajt affarijiet sopranaturali. Assolutament le, dawn huma old wives' tales, dan spin medjevali li fil-Medjuevu il-Mażuni kienu jaħarquhom ħajjin, okay, għax kienu jpenġuhom xi ħaġa tal-okkult, okay? Aħna dina dejjem qed nitkellem fuq regular Freemasonry. Aħna hawnhekk ma ntirux, ma nagħmlu l-ebda forom ta' okkultiżmu. Intom għandkom ir-ritwali però. Kelma li tbeżza. U anke l-Knisja għandha ritwali. Ritwal taf x'inhu? Imma pereżempju tħallqulhom għajnejhom u struttura ta' proċess. Ce qui compte avant tout pour le Grand Orient de France, c'est que cette loi d'ultime liberté offre finalement aux hommes et aux femmes un droit nouveau, un droit de pouvoir choisir la finitude de sa vie lorsqu'on se sent condamné. C'est, je crois,
historique, et ce sera historique en ce sens que les êtres humains, pendant des décennies, ont émancipé leur propre vie. Avec cette loi, vous permettrez aux êtres humains d'émanciper leur propre mort des dogmes religieux. L'attention à l'autre, l'émancipation de l'individu. Pour le dire autrement, la solidarité et la liberté absolue de conscience, concepts centraux et selon nous fondateurs de la branche de la franc-maçonnerie que nous représentons ici, guident notre réflexion entamée depuis de nombreuses décennies autour de l'euthanasie par les loges du Grand Orient de France. En 1978, le sénateur Henri Caillavet était le premier homme politique à faire une proposition de loi. Mais certains vous reprochent d'organiser par la loi la mort des hommes. Je veux organiser ma propre mort. Mon corps m'appartient, il n'appartient à personne. Henri Caillavet, qui a le plus haut grade dans la hiérarchie maçonnique, est reçu avec les honneurs. Il va tenir une conférence sur le thème « Un législateur franc-maçon dans le siècle ». Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi. À l'aune des principes, évidemment, de liberté, d'égalité et de fraternité, mais aussi de laïcité et de solidarité, la loi de la République doit évoluer. Elle doit évoluer pour exprimer et traduire démocratiquement la vision quasiment unanime de la société. Depuis déjà fort longtemps, près de 90%, selon toutes les enquêtes d'opinion, veulent ce progrès. On sait qu'aujourd'hui, les attentes de la population sont importantes et s'expliquent par la sortie de l'emprise du religieux au niveau des mœurs, de ce qu'on appelle la sécularisation de la société. On voit bien qu'il y a un désir de pouvoir choisir sa fin de vie qui est partagé par la majorité de nos concitoyens. Notre méthode s'appuie sur des symboles et des rituels. En empruntant ce chemin, nous nous sommes amenés à naître, vivre et mourir indifféremment et indéfiniment. Nous sommes confrontés à une réflexion symbolique et philosophique sur la mort. C'est l'essence même de notre démarche. Notre obédience est intéressée depuis plus d'une vingtaine d'années à la condition de la fin de vie. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur d'être auditionnés sur ce sujet plusieurs fois et je vous remercie d'avoir voulu, vous aussi, nous entendre. C'est une loi qui nous semblerait être une véritable avancée dans un paysage qui est un paysage de liberté et qui est un paysage laïque, qui est celui qui est défendu par les valeurs de notre République. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui meurt comme aujourd'hui dans la loi Leonetti pendant 3 semaines, un jeune dont on voit qu'il a des convulsions, dont on voit qu'il s'étouffe, etc., franchement, vous croyez que c'est une fin humaine alors qu'il pourrait mourir en quelques secondes sans souffrance, entouré des siens, en leur ayant dit au revoir? Donc c'est ça qu'il faut changer. 3 catégories de personnes ne peuvent pas rentrer dans le nouveau gouvernement italien. Premièrement, les personnes condamnées au pénal. Deuxièmement, les personnes en procès pour des crimes jugés graves par l'Alliance populiste. 3e catégorie de personnes, et c'est le point qui fait le plus réagir sur Internet, le nouveau gouvernement italien est interdit aux francs-maçons. Bon nombre de spécialistes y voient en fait l'application concrète de l'idéologie populiste du mouvement 5 étoiles. Dans les colonnes du Parisien, le directeur du centre d'histoire de Sciences Po, Marc Lazare, commente cette clause anti-maçonnique de la sorte. C'est dans la logique complotiste du mouvement 5 étoiles. Pour eux, il faut se méfier de la caste qui complote contre le bon peuple. En effet, les francs-maçons, comme les juifs ou les scientifiques par exemple, sont les cibles privilégiées au centre des théories du complot. Et ces adeptes de la théorie du complot anti-élite font partie de l'électorat du mouvement 5 étoiles. Mais cette cause anti-maçonnique provoque en revanche la colère et l'indignation, à commencer par les principaux intéressés, les francs-maçons eux-mêmes. Le Grand Orient d'Italie a d'ailleurs publié un communiqué aujourd'hui sur Internet et appelle à l'intervention du président de la République italienne. Cette décision est contraire à la Constitution, affirme le communiqué, pour qui cette décision rappelle les lois
fasciste. Une vision partagée par bon nombre d'internautes. Voyez par exemple ce message publié sur Twitter et qui dit « Musulmans, francs-maçons, immigrés, Union européenne, voilà les principales cibles. Bienvenue en Europe au XXIe siècle. La peste est de retour. La peste est de retour. » Il existait bien deux rituels dans la loge Hécate, on va dire dans l'ordre adoniste, qui était un premier rituel où on devait totalement renier tout ce qu'on avait appris avant et adhérer à une nouvelle philosophie qui était la philosophie d'Adonis. Donc on devait promettre fidélité à Adonis. Mais qu'est-ce que représentait Adonis? Alors dans le milieu adoniste, il faut savoir c'est Lucifer. Ça veut dire qu'Adonis est la représentation de Lucifer et c'est vraiment une adoration de Lucifer qui doit être faite. Ça veut dire qu'on doit abandonner tous les dogmes chrétiens, etc., pour adhérer à ce dogme luciférien. Ensuite, il y avait un rituel qui était fait, on appelait ça en vêtements divins, qui était nu. On devait se présenter devant le maître de la loge et il y avait une promesse qui était faite avec certains signes et une prière, une promesse solennelle qui était dite. Et il y avait un rituel qui était donné à la personne qui devait reproduire pendant 7 jours, pendant la pleine lune, après son rituel d'initiation. Le siège de l'adonisme, etc., va commencer à être perquisitionné. L'affaire va ressurgir sur Wilhelm Kincher, comme quoi il ferait partie aussi d'une loge adoniste, et qu'il se passe des choses qui ne sont pas un peu compromettantes. Donc à l'époque, il y a des articles qui vont sortir dans les journaux, que j'ai retrouvé, des articles français, dans les journaux français, parce qu'il y a des correspondances avec des correspondants de Berlin à l'époque, et il y a un titre qui va paraître donc en mai 1932, sur la loge d'amour. Les policiers de Berlin, Dresde et Vienne sont sur les dents. Ils traquent en Allemagne et en Autriche les membres fort nombreux, paraît-il, de la loge internationale de l'amour, dit EGAT. Alors là, il y a une petite erreur, c'est ECAT, ils ont marqué EGAT. Le fondateur de cette extraordinaire association est un Viennois du nom de Settler. Il se faisait appeler Dr Moussalam et préludait aux séances libidineuses de l'Assemblée par une sorte d'office religieux qui devait donner le change aux non-initiés. Ce pseudo-service terminé, on distribuait aux jeunes gens et jeunes filles, membres de l'ECAT, de puissants aphrodisiaques et en particulier de minuscules flacons de cantharides ou mouches d'Espagne, au prix de 50 marks, 300 francs, entre parenthèses. Les croyants en avalaient le contenu et s'étendaient à terre. On éteignait alors toutes les lumières et les scènes qu'on devine se déroulaient en pleine obscurité. On vient d'arrêter à Athènes, dit notre confrère Paris Midi, le pseudo-docteur Moussalam et les polices de l'Europe centrale s'efforcent de découvrir les fidèles de ces messes noires qui, paraît-il, avaient lieu 2 fois par mois. Donc on dépeint dans ces articles de journaux quand même quelque chose d'un peu presque satanique. Hein. Ça rejoint un peu notre satanisme des années 20 qu'on avait en France et à Paris. Il y a quelque chose d'assez similaire.